Nous sommes prêts. Salut. Donc, nous allons commencer et merci beaucoup à ceux qui vont faire une communication. Vous pouvez, bien entendu, écouter la langue que vous voulez par l'interprétation, appuyer les boutons qui se trouvent en bas de votre écran. Et s'il vous plaît, les présentatrices, incluez le pronom, s'il vous plaît. Ça fera mieux pour les interprètes. Merci aux messages et aux interprètes. Je crois que nous sommes prêts. On peut commencer alors. Peut-être ceux qui manquent peuvent nous dire après. Je vous donne la bienvenue au deuxième panel de la deuxième journée de TIPA de l'association. Nous parlons de surmonter des systèmes complexes et systèmes politiques répressifs. Tout d'abord, nous allons recevoir. Laissez-moi voir parce que l'ordre a changé. Donc, est-ce que vous allez d'une préférence, Jessica, Eli, qui veut commencer? Peut-être veut commencer. Bon, si vous êtes d'accord, on va commencer par Sivan. Sivan Magnanos vient de l'Université autonome du Mexique et va faire une présentation sur les problèmes des enfants trans au Mexique. Et puis, nous allons recevoir Jessica Kant et Ellie qui vont travailler sur le stress des minorités chez les jeunes trans et leurs familles à l'approche des élections états-uniennes de 2020. Je crois qu'ils ont travaillé également sur une équipage à Ariel Tabak, Alagra Gordon et Sava El Katswais. Jessica vient de l'Université de Boston, à l'Université des enfants de Boston, et Eli de Harvard, de la Trans School de santé publique, de l'hôpital des enfants de Boston aussi. Nous avons également Mameta Endo, qui vient du Japon, des groupes de support LGBTQ. Elle va parler des mouvements trans au Japon et le retour de bâton. Et si Kanowski arrive, on va inclure sa présentation. Donc, ça va être un grand panel. Je vais passer la présentation de Sivan qui a été enregistrée, qui n'y va pas être pour la session de questions et réponses. Donc, on va commencer par cette communication. Voyons si ça s'écoute. Bonjour à tous et toutes. Est-ce que quelqu'un peut confirmer si l'audio est OK? Comme c'est en espagnol, je vais passer à la chaîne d'espagnol. Donc, et puis, je vais reprendre l'anglais. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous, toutes. Mon nom, c'est Simon Guerrero Nasmanu. Je suis une femme trans-mexicaine et philosophe. Et dans les dernières années, je me consacre au sujet trans dans différents axes. Et aujourd'hui, je vais présenter la conférence et la lutte pour les enfants trans au Mexique. J'ai divisé ce discours en trois parties. La première sur l'état de la question de droits trans au Mexique.
La deuxième, c'est une description de comment cette lutte a été faite par les enfants trans, ici particulièrement au Mexique. Et finalement, la dernière partie a trait à comment nous avons proposé l'approche à la question des enfants trans et quels sont les outils théoriques que nous avons utilisés dans cet exercice. Je commence par le sujet de la législation en vigueur. Actuellement, au Mexique, nous avons déjà 16 législations d'un total de 32 qui reconnaissent le droit à l'identité des genres à travers l'autodétermination. Malheureusement, il faut signaler que dans cette 16 législation, seulement une seule de l'État de Jalisco reconnaît que les mineurs peuvent avoir accès à leur identité de genre à travers l'autodétermination. Ici, il faut donner un panorama de que la première législation au Mexique qui reconnaît l'identité de genre des personnes trans a été obtenue en 2008 ici à la ville de Mexico, mais en 2008, c'était à travers la figure d'un jugement, disons d'un procès qui pouvait coûter à la personne 40 000 pesos à travers les experts qu'il fallait payer et ce qu'il fallait embaucher comme avocat. En 2008, donc, la reconnaissance, c'était seulement au Mexico et exclusivement à travers la figure d'un procès. Ça a changé en 2014 quand ici à la ville de Mexico, dans une logique de dépathologisation, la figure du jugement a été éliminée et on a fait une réforme au Code civil et à partir de cette année, on a admis l'autodétermination des genres pour le majeur. Malheureusement, en 2014, a été laissée en vigueur la figure du procès pour les mineurs ici à la ville de Mexico. Et il faut signaler aussi qu'en cas qu'une personne de CIR veuille désister de sa transition légale, celle-ci doit être faite à travers un procès parce qu'en 2014, le Code civil n'a pas été bien réformé pour permettre qu'une deuxième transition légale puisse être faite à travers la logique de l'autodétermination. Sans entrer dans des détails, je disais qu'actuellement, dans notre pays, au Mexique, il y a 16 législations qui reconnaissent déjà les droits à l'autodétermination. Seulement, dans le cas de Jalisco, on reconnaît la possibilité que les adolescents puissent avoir accès à l'autodétermination. Dans d'autres États, ce que nous savons, c'est fondamentalement à travers la figure d'un procès qui est, nous savons, pathologisant. Ça, c'est l'état de la question dans le domaine légal. Je suis plus intéressée de vous raconter comment ça fait la lutte pour les enfants trans au Mexique. Je vais me concentrer à ceci avec plus de détails. Disons que la grande ironie ou le grand paradoxe, c'est que la lutte pour les enfants trans au Mexique a commencé même avant qu'il y avait quelques petites que la loi, que les réformes, les lois contemplaient les enfants trans. Et ça attire l'attention parce que le Mexique, aux années 70, a eu une courante d'un féminisme radical, trans-excluant, mais cette courante a été une courante hégémonique. Et en réalité, aux années 2020, 2010, la décennie dernière, presque tous les espaces féministes à l'académie ou les espaces institutionnels étaient trans-incluants. Malheureusement, ça a commencé à changer en 2017, justement avec la publication d'une série de textes très négatifs qui ont donné une nouvelle vie à ce que l'on appelle féminisme critique des genres
un nouvel nom pour le féminisme radical transexcluant. C'est à partir de ce texte qu'en 2017, et grâce à des plateformes telles que Twitter et d'autres réseaux sociaux, que commence à se généraliser une série de réactions et paniques morales par rapport aux enfants trans. Il faut signaler que les personnes qui ont encouragé cela, c'était des féministes qui avaient une formation dans l'État espagnol et étaient proches au féminisme critique qui, à ce moment en Espagne, commençait à lancer ses premières offensives vers le mouvement de droits humains des personnes trans. Dans ce sens, je dis, c'est au Mexique, la lutte pour les enfants trans ne naît même pas parce qu'à l'horizon, il y aurait une suggestion de réforme. Cela naît par un texte qui était plus inspiré sur la discussion de l'État espagnol que sur celle de l'État mexicain, mais qui a été reçu par les réseaux sociaux des partis du féminisme mexicain qui ont commencé à ouvrir la porte, malheureusement, à cette série d'idées. Les arguments que l'on a dit dans ces 4 ans, disons, c'est ce que l'on a connu dans d'autres parties du monde qui ont trait à d'abord qu'il y a un intérêt pour hormoniser obligatoirement toutes les enfances qui, d'une certaine façon, montrent ce que l'on a appelé une inconformité des genres. Cela comprend aussi des enfants qui ne sont pas vraiment des enfants trans, mais des enfants homosexuels, lesbiennes, bisexuels, qui ne sont pas seulement hormonisés obligatoirement, mais qui seraient hétérosexualisés contre leur volonté. Cet argument a été utilisé pour dire que les identités trans, la notion d'identité des genres, ce qui fait, c'est bien entendu de redonner un rôle des genres, les construire comme identité. Et dans ce sens, c'est l'argument que les identités trans sont régressives parce que ce qu'elles feraient, c'est de naturaliser un ordre des genres qu'il faudrait abolir et non naturaliser à travers des identités fondées sur des stéréotypes. Ces arguments qui ont été commencés à être utilisés en 2017 venaient avec d'autres qui disaient que la notion même d'identité des genres n'était pas elle-même intelligible. Il faut dire que l'entrée de ces arguments au Mexique a été très mauvaise parce que cela a entraîné un mouvement de la rue de féminisme anti-trans qui se sont ajoutés à la transphobie qui existe déjà dans ces pays. Rappelons-nous que le Mexique, après le Brésil, c'est le deuxième pays au niveau mondial dans le nombre plus grand de crimes de haine aux personnes trans. Nous cohabitons donc dans un milieu où les anciennes violences transphobiques associées surtout à des discours conservatoires et de droite, renforcés à la lumière des discours de l'idéologie des genres, du nouveau discours, disons, anti-droit, des nouvelles droites. En plus de cet entourage, nous trouvons dans un milieu où on a un mouvement trans-excluant violent dans les rues qui a fait des menaces de mort pour certaines militantes. Par exemple, dans les derniers mois, ils ont brûlé les portes d'un bâtiment gouvernemental de l'État de Mexique après l'approbation de la loi d'identité des genres. Ceci, qui a commencé en 2007 comme une discussion, cela a été traduit
pour un mouvement de la rue très violent dans différentes villes de notre pays et qui a des liens idéologiques avec les États-Unis et surtout avec l'Espagne et qui a été l'entrée pour qu'à partir de ce que l'on fait au Mexique, également dans des pays comme la Colombie, se développent de mouvements trans-excluants. Mais ce qui est ironique, c'est que l'on a commencé à discuter de lutte trans dans ces contextes et cela a été en 2019 qu'on a commencé vraiment, 2 ans après cette discussion, à nous dire dans différentes parties de la société civile et des militantismes trans le besoin de faire une réforme au code civil, de donner l'autodétermination aux mineurs. Cela a été dans une grande mesure au travail de Tania Morales, qui était la mère d'un jeune adolescent trans et les associations civiles d'enfants transgenres, en collaboration avec le réseau de familles trans qui est présent au Mexique, mais qui a des membres aux États-Unis, au Costa Rica et dans d'autres pays et qu'à un moment donné, favoriser cela. C'était une étudiant de doctorat et un jeune activiste trans. Ils font une synergie avec d'autres personnes trans, y compris moi-même, pour commencer à proposer la possibilité d'une nouvelle façon d'aborder la question des enfants trans. Cela a donné la possibilité de faire 2 propositions législatives indépendantes ici à la ville de Mexico, l'une favorisée par Tania Morales, merci, grâce à Paula Soto aussi, et une autre par le député Villanueva, ces 2 versions d'une loi qui reconnaîtrait les enfants trans se sont unies dans une seule proposition qui a été approuvée le 14 février 2020. Un dictamen qui venait déjà avec un appui des organisations des droits de l'homme en Mexique, à la ville de Mexique, comme un appui aussi de différents secteurs de la santé des Nations unies. Et hélas, la raison pour laquelle ceci n'est pas approuvé, cette réforme, ça a à voir dans la plupart à cause de la position, pas les groupes de droite et anti-droit, mais l'opposition qui font les féministes radicales qui accusent que cette loi mettra en risque pas seulement l'enfance, mais les droits des femmes sans genre. Il faut dire qu'après qu'ils arrivent à zapper ce dictamen, ces arguments se sont répétés dans d'autres parts du pays. Heureusement, dans différents États que ces arguments ont été utilisés, n'ont pas fait toucher d'autres réglementations, d'autres législations, seulement la législation des enfants trans. Et la dernière partie de cette discussion de comment on a mené à bien la lutte pour les enfants trans, je veux décrire que la stratégie discursive, c'est de reposer la stratégie de ce qu'on voulait, si les mineurs devaient ou non la capacité de prononcer sur leur genre, s'ils avaient ou non la mûrité, mais la discussion devait être autour de comment créer des entourages, des environnements sûrs pour pouvoir exclure leur genre non coercitivement, de façon que ces expériences ne soient pas pathologisées ni validées en se rapprochant aucun stéréotype médical dans les espaces médicaux, de comment cette approche a été utile, même si on n'a pas eu l'aval de la ville du Mexique. Dans l'État de Jalisco a été très important et ça a été très utile de reposer la discussion, pas dans les termes si les mineurs ont la capacité de se prononcer, mais sur comment construire les espaces sûrs pour que les mineurs d'âge puissent explorer leur genre et libres de tout type de coercion. Ce qu'on suggérait évidemment, c'était que ceci
ceux-ci avaient besoin de l'espace d'information, du temps et d'accompagnement. Dans le cadre légal, ceux-ci avaient besoin que la loi n'impose pas comme mécanisme de validation des entités aucune forme, aucun requis pathologisant incontournable et dans ce sens-là, que ce soit une loi qui reconnaisse l'autodétermination et ne pas la conditionner à aucun diagnostic médical ni à aucune classe dans un processus incontournable et que ceci reste à discrétion du mineur et de sa famille, que ne soit pas imposé depuis la société. Ceci, en grande mesure, a aidé à réduire les peurs encouragées depuis la nouvelle droite et depuis les communautés anti-genre. Et on nous a donné des outils et puis, pour suggérer de privilégier la première personne du mineur et ne pas commettre des injustices épistémiques de témoignage en faisant dépendre la validité du témoignage du mineur et que ce soit adéquat à des standards seulement médicaux et qui faisait seulement pathologiser et soumettre les témoignages des mineurs à des stéréotypes qui nécessairement pas représentaient tous les enfants trans. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions. On va faire les questions à la fin, mais vous pouvez aussi utiliser les questions, l'espace pour les questions et réponses. Si vous avez des questions, heureusement, évidemment, on a la traduction, alors nous pouvons parler dans les deux langues. Je vois que Ryan est parmi nous maintenant. Alors, comme Ryan allait commencer son panel, je peux l'introduire pendant qu'il se prépare et puis on passe à Jessica Eiladi. Ryan Karnowski, il est de l'Université de Californie, Berkeley, et il travaille aussi au Centre des études transgenres appliquées. Là, il va parler de la disproportionnalité de la jeunesse trans dans les systèmes de protection de l'enfance. Qu'est-ce qu'on sait, ce que nous savons, ce que nous ne savons pas et pourquoi c'est important. Bonjour, merci pour la présentation. Et je suis très désolée que je n'ai pas pu me connecter avant. Normalement, ça fonctionne comme ça, alors je suis désolée, je m'excuse. J'ai eu une expérience unique il y a peu de temps où on m'a nommé comme un majeur trans et je ne sais pas si ça c'est adéquat pour moi, mais aujourd'hui, ce matin, quand je me suis levée, je pense que oui, que je suis un majeur trans. Alors, une personne âgée trans. Alors, cette présentation est la disproportionnalité de la jeunesse trans dans le système de bien-être de l'enfance aux États-Unis. Ce que nous savons, ce que nous ne savons pas et pourquoi c'est important. On me dit qu'on ne m'écoute pas très bien. Est-ce que vous m'écoutez tous bien? Oui. Alors, je vais me rapprocher du micro. Mes études et mon expérience, c'est le travail social avec des enfants. J'ai de l'expérience dans le bien-être social et de l'expérience avec les enfants et la jeunesse dans ce système de santé. Je suis élevée à l'Université de Washington
Pour moi, pour mes études de maîtrise, de post-degré et travaux sociaux, j'ai travaillé à l'État de Washington au département de services de l'enfance et je suis un étudiant d'un doctorat à l'Université de Californie, Berkeley, où je suis des études sur la sous-représentation des enfants trans dans le bien-être social de l'enfance aux États-Unis. Comme travailleur social, j'ai commencé à remarquer qu'il y avait un modèle par rapport une disproportionnalité de quantité d'enfants trans dans mes cas, avec des enfants, des adolescents surtout. Et je leur ai demandé à quelques collègues et d'autres travailleurs si c'était normal ou si c'était une question régionale, un phénomène régional pour la zone de Seattle qui est très libérale. Peut-être il y a beaucoup d'enfants qui commencent à se visibiliser et d'autres sans foyer. Et ils ont dit que non, ceci est survenu depuis qu'ils se souviennent et que c'était très triste. Et c'est là que j'ai commencé à chercher dans la bibliographie académique sur la disproportionnalité des enfants trans, le système de bien-être trans. Et si vous n'êtes pas familiarisé à cette terminologie, ça se réfère aux différents services du gouvernement. Et on me dit qu'on ne voit pas mes diapos. Pardon, on ne les voyait pas. Non, exactement. Maintenant, c'était mon erreur. Pardon. Maintenant, vous voyez les diapos sur l'écran? OK. Merci beaucoup. Pardon, comme je suis le professeur, je dis que je vous montre les diapos, je ne vous les montre pas. Bon, peu importe. Ce système est composé par des services de gouvernement et non gouvernemental, protection à l'enfance, adoption, soins intermédiaires, et ceci est généralement ce qu'on pense quand on pense à ces services. Et les interventions formelles et informelles, je suis en train de me focaliser maintenant sur cette présentation aux États-Unis et du coup, on a beaucoup de travail dans les sciences cliniques où vous avez beaucoup écouté ce terme de se centrer sur soi-même. Quand on a des problèmes ou des difficultés, il faut regarder dedans. Ça, c'est quelque chose que je suis maintenant. Je suis en train de regarder à l'intérieur de moi-même et je regarde ces politiques de bien-être à l'enfance des États-Unis. On sait très peu vraiment. Dans la bibliographie, on suggère que la jeunesse transgenre est surreprésentée de façon disproportionnelle dans les systèmes des États-Unis. Cette politique en général aux États-Unis a une attitude que la famille, que la jeunesse aura plus de chance s'ils restent avec leur famille. Ça, c'est l'attitude dogmatique que je suis en train de prendre dans cette présentation parce que c'est très important dans le sens où si cette stratégie respecte les meilleurs intérêts de la jeunesse des adolescents, cette représentation des États-Unis se base sur un agrégat de différentes études de population et il est considéré que la jeunesse trans représente 1,3% au 3,2% de la population en général. Ceci est important. Il est important de rappeler qu'est-ce qu'il faut comprendre comme disproportionnalité. C'est quelque chose parce qu'on n'a pas une compréhension générale de combien d'enfants trans il y a. Alors, le terme disproportionnel où ceci est considéré, c'est la disproportion, c'est 2 ou 4 fois en dessus des systèmes de population où il inclut de la jeunesse transgenre. Alors là, on dit qu'il y a 2 à 4 fois de plus d'adolescents trans dans dans les services d'accueil que dans la population en général. Et ceci vraiment est relié aux observations, remarques à moi et à d'autres observateurs sociaux. On voit sur le terrain, sur la base de
de nos cas. Dans un total de nos cas, si on a d'entre 20 et 40 jeunes trans, dans la liste des cas, on peut voir que la moitié peut-être seraient des trans ou qui ne suivent pas une identité de genre, et ceci veut dire la disproportionnalité. On parle de 12% ou aussi un échantillage assez changeant qui ne se base pas seulement sur une liste de cas de chaque travailleur social. Ce que nous savons aussi, c'est que les jeunes de couleur sont surreprésentés dans la population de bien-être d'enfance, et on ne peut pas parler de ces systèmes de bien-être d'enfants ou d'une disproportion en général sans mentionner la disproportionnalité raciale. Ce terme en soi-même, on l'a pris pour se référer à ça exclusivement. Alors, j'aimerais en faire pour ne pas le laisser en dehors. Ces découvertes comprennent les systèmes comprennent aussi les systèmes de justice. Ça se réfère aussi aux jeunes et adolescents qui ont été emprisonnés, beaucoup d'enfants qui n'ont pas de place finissent par être emprisonnés ou ils sont des survivants de délits ou de crimes qui sont importants dans ces systèmes. La décision des travailleurs sociaux, évidemment, sera influencée par des préjugés ou des pensées conscientes ou sous-conscientes. Il est important d'analyser pourquoi il y a tant de jeunes trans qui sont en train d'entrer dans le système de bien-être d'enfance. Ces découvertes se limitent au département de services on ne fait pas beaucoup de questions sur les attitudes ou les comportements sexuels qui sont reliés à l'identité de genre. Et quelques États ont choisi de ne pas le faire et réinterpréter cette politique dans les États comme Washington, Oregon, la Californie, parce que la côte ouest des États-Unis, ou je pense que Massachusetts aussi l'a fait, mais à part ces États, je ne sais pas quels sont d'autres États qui l'ont fait. Et là aussi, il y a un groupe de travail général en suivant ou en faisant des enquêtes, des entretiens généraux sur la sexualité qui abordent ces thèmes avec une enquête d'entretien sur le comportement de la jeunesse. Cette découverte sur la disproportionnalité basée sur des données recueillies surtout en Californie est assez limitée pour cette zone géographique, et il a fait Williams Institute Study. Cette étude de Williams Study a été publiée en 2016 et de l'enquête de la California Health and Service de 2018. Alors, qu'est-ce qu'on ne sait pas? On n'a pas beaucoup d'évidence empirique sur qui et où il se trouve, elle se trouve cette jeunesse trans. On a quelques informations qualitatives provenant de différents jeunes ou différents travailleurs sociaux. Tu as 5 minutes, Ryan. On ne sait pas non plus quelles sont les causes, les motifs de cette surreprésentation. Et peut-être c'est évident que peut-être surtout la transphobie ou la violence anti-trans qui survient dans le sein des familles pour les jeunesses trans. Mais les familles qui sont familiarisées avec le système du trajet, du parcours des systèmes de bien-être reliés au bien-être de l'enfance, vraiment, on ne sort pas la fille ou le garçon de chez lui. Ce ne sera pas le premier contact avec les services du bien-être de l'enfance. Très souvent, on a des contacts avant et ces parcours deviennent de plus en plus restrictifs. Et pour passer à un foyer d'accueil, alors il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Il s'agit de questions de temps, de délai. Quand est-ce que ce jeune ou cette jeune a été visibilisé pour être accueilli
déjà peut-être comme adolescente, elle est déjà entrée dans le système très, très jeune. Elle a eu déjà des contacts avec des différentes maisons d'accueil. Alors, on n'est pas à 100% sûr si on se base sur la violence d'avant ou après. C'est assez anecdotique. Si vous avez des questions, je vous prie de bien vouloir me les poser. On ne sait pas non plus si ces taux disproportionnés sont à cause sont dans différentes régions aux États-Unis. Et il y a dans les secteurs euh, des villes, il y a plus de trans aussi. Ces études en particulier, c'est dans l'État de Los Angeles, que c'est une zone urbaine. On ne sait pas comment on peut les comparer avec d'autres pays. On peut nous dire si ce phénomène a vraiment passé par la structure ou par les politiques. Quelle est la grande question? Qu'est-ce qu'on fait dorénavant? Et est-il nécessaire d'avoir plus d'informations sur la disproportionnalité pour voir si on peut concevoir un parcours qui donne de meilleures réponses à la jeunesse transgenre? On ne sait pas si cette population en général obtiendra de meilleurs résultats, s'ils vont rester avec leur famille d'origine ou s'il faut les sortir de cette ambiance. Il faut développer, il faut développer notamment la jeunesse trans, quand ils vont se convertir en adultes trans, adolescents trans qui ont été dans le système de sécurité d'enfance en général, auront beaucoup de résultats ou des impacts économiques, sociaux et de santé à long terme. Alors, la question ici sera comment peut-on donner à ces enfants un meilleur commencement une fois qu'ils sont déjà dans le système de bien-être comme des adultes sains, comme, comme nous sommes aujourd'hui. Ou de n'importe quel gardien. Et l'objectif de toute cette recherche, c'est que le jeune transgenre mérite et ont le droit d'avoir une enfance saine et heureuse. Et ce n'est pas leur obligation de s'assurer d'être entourés d'adultes qui leur donnent leurs possibilités. C'est notre responsabilité de le faire. Nous devons comprendre alors quels sont les facteurs qui mènent à cette surreprésentation ou cette disproportionnalité et nous devons chercher une réponse. Ça, c'est mon objectif. Là, c'est une brève liste de références. Merci beaucoup à tous pour votre temps. Merci beaucoup, Ryan. Vous avez eu de temps de plus, donc si vous avez quelques questions qu'il y ait pour Ryan, vous pouvez l'écrire sur le chat. Je suis la modératrice et je vais protéger ces 10 minutes de questions et réponses. En, en général, dans les sessions, on ne l'a pas pu faire dans le moment, mais si vous écrivez dans la section de questions et réponses, je crois que nous pourrons organiser de meilleure façon la section de questions et réponses. Je vais donner la parole maintenant à Jessica et Eli qui vont faire une petite présentation et puis il y aura un présentateur de plus. Merci Avery et merci à tout le reste de présentatrices. C'est très bien d'écouter des personnes qui travaillent dans cette société. Je représente aussi comme travailleuse sociale. Je m'appelle Jessica, mes pronoms c'est elle. Je suis Ila et mon pronom est lui. Nous représentons le Head Hospital et nous allons parler à propos d'une étude de jeunesse famille et nous sommes en train d'enregistrer l'expérience de jeunes trans, non-binaires et ces familles pour connaître leur expérience pendant les élections présidentielles des États-Unis de 2020. Les données
se sont concentrés, ont été recueillis le 3 novembre dans l'élection et ont été complétés des enquêtes en ligne une semaine avant l'élection. Et ils ont été faits dans 3 groupes asynchrones de 3 jours, justement avant et justement après l'élection. Les résultats de l'élection n'ont été pas su jusqu'au 7 novembre parce qu'ils ont eu du retard dans la publication. Et nous avons eu du retard dans la publication de l'enquête. Donc, des 92 surveillés, 32 ont complété 72 ont complété les questions. Il y a eu de différentes associations et aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les résultats des travailleurs, des travailleuses de la jeunesse trans. Pour mesurer le stress, nous nous sommes concentrés sur la symptomatologie et sur les symptômes pour les mesurer. Le premier que vous voyez sur l'écran, c'est une mesure auto-reportée d'une échelle de 0 à 10. Comment on classifierait le niveau de stress qu'il ressent? On a demandé aussi pour le climat politique, l'élection et l'élection du Congrès. L'élection présidentielle et celle du Congrès. Pour la systématologie, on a utilisé le CES de 10, la version 0, une échelle de 0 à 30. 30 serait le niveau plus élevé de stress. Et on a utilisé le GAD-7 qui a été conçu pour les troubles d'anxiété généralisée, mais peut être utilisé pour de différents types d'anxiété. Mais c'est plus sensible selon l'étude de stress post-traumatique, qu'on a considéré que c'était une bonne option pour le niveau de stress de ces mineurs. Vous savez là, notre code QR, vous pouvez avoir les différentes mesures de ce dont on parle maintenant. Pour les stresseurs en rapport au genre, nous avons utilisé les sous-échelles de victimisation et de rejet de chez MSR et les facteurs stressants pour les familles ont été développés dans l'Organisation du Canada qui a différents facteurs pour la jeunesse et pour les gardiens. On a utilisé une version similaire pour une étude préalable. Certains aspects démographiques de notre échantillon politique sont plus ou moins au centre ou à gauche. Indépendants, démocrates, républicains, indépendants, un tiers de jeunes a une identité libérale ou anarchiste ou communiste. Et en termes de minorité sexuelle, la moitié de l'échantillon est identifiée comme minorité sexuelle, comme gay, lesbienne, queer ou bisexuels. 56 de la jeunesse trans s'identifiait comme une minorité sexuelle et 1 sur 4 se sont identifiés comme des minorités sexuelles des gardiens. Les gardiens ont un haut niveau éducatif ou au-dessus de la moyenne au niveau socio-économique. Asiatiques, latins sont de différentes ethnies représentées dans la plupart, un quart de l'ouest, du nord-est, la plupart des participants de l'échantillon et l'âge moyen c'est 18 pour les jeunes trans, 22 ans pour les lesbiennes et pour les gardiens. Nous voyons ici certains de nos résultats quantitatifs préliminaires. Tant la jeunesse trans que leurs gardiens ont expérimenté une réduction importante de la symptomatologie après l'élection. 72% de tous les participants étaient dans le point de coupe de 10. Les personnes qui ont créé cette échelle, à partir de 10, on aurait besoin de plus de soins. Donc, vous voyez que nous sommes tous en dessous de 10 préalablement à l'élection et cela tombe pour l'élection. Cela veut dire, selon le groupe
la proportion de trans, c'est 90% qui montre avant l'élection et 79% après l'élection, qui est encore très élevé du point de vue statistique. Entre le gardien, la proportion de dépression est tombée de 56% avant l'élection à 38% après l'élection. Ici, vous voyez que la dépression vraiment est les données sur dépression, comme vous voyez ici sur l'écran, ça montre une amélioration entre les gardiens et les jeunes trans. Quant à l'anxiété, 88% de jeunes ont informé d'avoir un niveau assez élevé d'anxiété. Nous voyons ici que le GAD présente un point de coupe égal ou plus élevé que 10. Et ça, si vous voyez le graphique sur l'écran, vous pouvez voir que sur la jeunesse, ce niveau d'anxiété n'a pas changé avant et après l'élection. C'est 0,83 le 2. Alors, les soigneurs et les frères de ces jeunesses trans montrent un changement assez important sur les niveaux d'anxiété. 26% de changement. Ce que nous avons vu, c'est que le soigneur avait plus de niveau d'anxiété après l'élection. D'autres trouvailles que nous pouvons mentionner, nous utilisons les GMSR, comme nous l'avons dit, et la sous-échelle de victimisation. Comme vous pouvez imaginer, ça parle des expériences d'harcèlement, de violence physique, et entre la jeunesse trans et non-binaire, il y a une grande association entre les expériences du passé avec la victimisation et le stress et l'élection présidentielle. Nous avons vu les données et les pourcentages, et l'un des facteurs que nous avons trouvé, c'est fondé sur les privilèges. Nous voyons ici que le fait d'être blanc agissait comme un facteur de protection, et les participants blancs avaient une cinquième possibilité de souffrir cette anxiété post-élection en comparaison avec le participant de couleur. Les participants de couleur avaient une 5,5 fois de plus des taux ajustés des possibilités de souffrir ces stress post-élection. Nous voyons ici les effets moyens du modèle dans l'interaction avec ces données. Nous voyons que cela a été répété le long du temps et nous voulons voir s'il y avait un changement de point entre avant et après l'élection. Selon le groupe, nous voyons 95% d'intervalle de confiance. Vous voyez ces barres à côté. Il n'y a pas de grands changements, de grands effets dans ces groupes. Donc, nous allons prendre en compte la ligne bleue. Les chiffres pour le jeune trans sont beaucoup plus élevés que pour le soigneur et la différence n'est pas significative selon le cas. Vous voyez que les lignes vert et rouge sont parallèles. Il n'y a pas une grande différence dans cette chute entre le groupe. Alors, quand on parle de l'anxiété, le GAD-7, il y a une différence. La jeunesse trans commence dans un point plus élevé de gardien et vous voyez la ligne rouge a une pente plus marquée que la ligne verte. Ces facteurs sont un facteur de stress de cette minorité et on agit de façon différente. Justin va parler maintenant à propos de ces différences et des conceptualisations. Nous avons quelques 5 minutes.
Après avoir analysé les données, nous avons analysé aussi la différence entre dépression et anxiété. Comment est-ce qu'on explique tout ceci et pour le jeune trans non-binaire n'est pas modifié la dépression clinique? Je travaillais avant comme thérapeute et nous travaillions comme quelque chose qui c'était la homéostase. Ah, l'ostase, pardon. Vous voyez alors que nous avons pu travailler avec ces diagrammes qui montrent ce que l'on peut appeler une fenêtre de tolérance. Quand il y a un facteur de stress, le cortisol et l'adrénaline sont libérés. Et puis, la ligne commence à descendre. S'il y a un nouveau facteur de stress, la personne n'arrive jamais à la valeur de ligne de base. Cela remonte après qu'il y a un autre facteur de stress. Donc, par rapport aux chaînes trans non binaires, peut-être à cause de leur proximité à ces facteurs de stress, leur corps auront beaucoup du mal à revenir au niveau de ligne de base ou de référence. Et c'est pour ça que nous devions étudier les cas à long terme. Il existe une interprétation de plus, comme elle l'a dit. Nous avons recueilli 4 facteurs différents et nous avons travaillé avec des données qualitatives, mais nous ne pouvons pas les présenter maintenant, mais nous avons trouvé quelque chose d'intéressant. Les participants jeunes trans non binaires disaient que, en fait, peut-être il y a beaucoup de personnes sceptiques à ces propos. Selon ce qui se passe aux prisons en Californie, mais par exemple, on parle d'autres facteurs de stress tels que les immigrants, etc. Nous devions travailler donc avec d'autres types de groupes marginalisés et peut-être certains sont superposés. Ici, nous avons une citation d'un jeune non-binaire. Je suis très préoccupée par l'avenir du pays. Biden n'est pas préoccupé pour aborder les problèmes du capitalisme américain, le racisme terrible, la brutalité policière ou rien qui n'ait trait aux droits des trans et des homosexuels, tel que le montre son élection de Kamala Harris. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes pour votre temps et nous sommes à un moment de pandémie très stressant. Merci au Have Agenda et Sexuality Caucus et également nos COCIE. Merci pour vos commentaires et votre appui. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup à nos 2 présentateurs et présentatrices. Je donne la parole alors à Mameta Danendo qui va faire la dernière communication. Bonjour à toutes et à toutes. Je suis Mameta Danendo. Vous pouvez m'appeler Dan, c'est plus simple, plus court. Je vais parler aujourd'hui du mouvement trans et le rejet que l'on souffre actuellement au Japon. Et là, le micro est éteint. Son micro est éteint. Excusez-moi. J'ai éteint le micro sans le vouloir.
je suis Mameta Endo, vous pouvez m'appeler Tin, je suis plus court. Je vais parler aujourd'hui sur le mouvement trans et les mouvements de rejet que l'on voit au Japon. Je suis activiste trans, j'utilise les pronoms elle et AL. Il y a déjà 16 ans que je travaille, que je participe comme militante LGBTQ. Je travaille Change.org au Japon. C'est une plateforme pour créer différentes pétitions. À Change.org, il y a beaucoup de campagnes qui impliquent les droits LGBTQ. Je travaille pour aider ces campagnes à obtenir, à arriver à ces objectifs. Je travaille à temps complet en Change et aussi j'organise des groupes d'appui des jeunes LGBTQ qui s'appellent Nitsu. Et moi, j'écris 4 livres sur la communauté LGBTQ au Japon. Nishisu. Nishi veut dire arc-en-ciel en japonais, donc les Nishi sont comme des arcs-en-ciel. C'est un groupe où les personnes LGBTQ entre 10 et 23 ans participent. Vous voyez cette image qu'il a fait un artiste japonais très connu. Mifi, vous pouvez entrer dans des chats, lire des livres, voir des images, etc., faire des amis aussi. Nous avons des succursales dans 5 villes. Nous avons très peu de ressources. Pour les personnes LGBTQ au Japon. Donc, nous voulons ouvrir plus de succursales pour pouvoir arriver à plus de jeunes. Nous vivons dans un pays où l'on n'a aucun type de protection pour les personnes LGBTQ. Nos ressources sont limitées. Et en tant qu'organisation, nous n'avons pas de fonctionnaires à temps complet. Nous collaborons avec des centres locaux. Des retrouvailles dans des centres locaux et nous travaillons avec le personnel de ces centres que, en fait, ils collaborent avec nous. Et en le faisant, nous rencontrons le personnel de ces centres-là et on peut commencer à avoir accès à ces établissements. Ils se réunissent une fois par mois ou tous les 2 mois, mais les centres pour les jeunes sont toujours ouverts. Et en fait, ils collaborent avec la nourriture, avec l'activité de LGTB et ils fournissent aussi un environnement sûr pour les jeunes LGBT. Par exemple, les jeunes trans qui n'ont pas un bon lien avec leur famille, ils peuvent passer leur temps dans ces centres pour la jeunesse où ils se sentent chez eux et sûrs. Peut-être on leur donne à manger de façon gratuite, mais la jeunesse demande de l'appui et aussi d'autres personnes, d'autres membres de la société. L'année dernière, un étudiant qui était aussi intégrant de Niji a envoyé un message direct parce qu'il voulait modifier le système scolaire. Au Japon, beaucoup d'étudiants doivent utiliser des uniformes selon le genre et il a dit qu'il devait porter l'uniforme de fille quand ils étaient aux premières années de la secondaire. Ils disaient qu'ils se sentaient très mauvais et qu'ils voulaient se suicider et que chaque étudiant a le droit de choisir l'uniforme selon son genre. Il a commencé une pétition sur change.org. Plus de 1000 personnes ont signé la sollicitude et le maire de la ville, il a accédé, il a avalé de modifier la politique. Et ceci a fait que d'autres jeunes aussi se prononcent et commencent différentes pétitions, demandent pour que chaque maire de chaque localité change la politique concernant les uniformes.
Aussi, on a fait une demande l'année dernière. Il y a un modèle, un document modèle qui a une case pour marquer le genre. Et en fait, les personnes trans souffrent la discrimination et ils ont commencé une demande pour éliminer cette case où il faut choisir le genre. En fait, il y a un programme qui s'est généré, qui s'est créé. Ce type de modèle est très compliqué lorsque les personnes trans ont besoin de trouver un travail. L'idée alors est, par exemple, quand on veut vérifier ou marquer cette case, cocher cette case, on est en train de dire aux entreprises et de quel genre il est. Mais évidemment, pour les personnes trans sont traitées différemment que les cisgenres. Alors, étant donné tout ce travail qu'on a fait, tout ça a disparu. Et les entreprises de papeterie ont commencé à vendre ces formulaires, mais sans la case du genre. Alors, ça a été très important pour travailler aussi avec des gens qui sont en dehors de la communauté LGBTQ. La communauté trans est très petite, mais effectivement, si on peut faire des changements, si on travaille ensemble. Mais maintenant, il y a beaucoup de détracteurs. On a des personnes qui nous appuient, mais on a aussi des détracteurs et un grand refus. En 2018, l'Université de femmes au Wiso, ils ont déclaré qu'ils donnaient la bienvenue aux étudiants trans. Mais après, ils ont reçu des commentaires sur Twitter en disant que les droits trans violent la sûreté des femmes. Et ce récit a été présenté à travers sur les réseaux sociaux et sociaux. Il y a beaucoup de mouvements anti-trans qui ont participé. Et ce récit anti-trans s'est développé dans ce sens-là. Et aussi, ceci, on le voit reflété par des mouvements anti-trans au Royaume-Uni et au Canada. Cette image a été utilisée lors du comité et ils disent que le corps d'une femme a la diversité. Ils disaient quelque chose comme qu'on était en train de détruire la culture japonaise. Les personnes anti-trans utilisaient cette image, mais en fait, personne ne parle sur, par exemple, quelle salle de bain, quelle toilette elles doivent utiliser les personnes trans. Mais ils utilisent cette image pour faire peur aux femmes. En 2020, des livrets anti-trans ont été envoyés aux politiciens, aux administrateurs administratifs de façon anonyme. Le mouvement anti-trans, en effet, a travaillé aussi ou a contacté des politiciens et des politiciennes de l'extrême droite. En effet, une nouvelle norme a été établie pour la communauté LGBTQ et pour aborder ce refus depuis l'extrême droite. En premier lieu, on a proposé l'entendement des thèmes LGBTQ et on a fait une réclame. L'idée est de réussir à avoir une loi qui protège nos droits. On a réalisé un mouvement dans ce sens-là et il y a eu une négociation, un texte négocié, mais qui n'a pas été avalé non plus. Et ils ont trouvé aussi des discours anti-trans. Les politiciens, ils parlaient, ils invoquaient la sûreté des femmes lorsqu'ils utilisaient ce récit anti-trans. Ça, c'est l'image d'une protestation
au siège de LDP, c'est le parti politique du gouvernement. Les gens se sont fâchés lorsque ces politiciens disaient que les personnes trans allaient contre la nature. La plupart des gens ne comprennent pas la situation assez suffisamment pour réclamer, pour protester. Parfois, on dit que les personnes trans veulent entrer dans les toilettes des femmes. Aux États-Unis, par exemple, il est arrivé quelque chose de similaire. Je crois que le comité trans, par exemple, nous avons moins d'intégrants et les sujets trans sont difficiles à aborder aussi. Ça, c'est une protestation. On a une protestation qui a été réalisée. Les statistiques démontrent 1,5% des gens sont trans. C'est pour ça qu'il faut lutter, il faut se battre contre ce refus. On a des sujets spécifiques et aussi il faut s'organiser, les alliés des personnes trans pour faire face à ce refus. Le mois prochain, nous allons distribuer le livret pour que les gens sachent comment nous devons vivre notre vie jour à jour. Et nous allons utiliser des images et des vidéos aussi. Également, nous allons organiser un festival pour toutes les personnes et comme ça, aider les personnes trans. Il est très difficile de se battre contre la haine. C'est pour ça qu'on veut mettre en place tout ça. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la Bright Founding pour pouvoir recueillir ces fonds online et plus de 440 personnes nous ont aidés. Il faut arriver à 20 000 pour cette campagne. Merci beaucoup. Alors, nous avons encore 5 minutes pour poser des questions et répondre. Merci, Mameta, pour ta présentation. Ça a été très bien de pouvoir écouter sur différents pays, le contexte du Japon, au Mexique et aux États-Unis aussi. Je vais voir dans la partie de questions et réponses, voir, je crois qu'il y a quelques panélistes qui ont déjà affiché ou répondu quelques questions. Je vais voir s'il y a d'autres questions concernant plus conceptuelles. La première que je vais choisir, je crois que c'est pour Cheval. Il y a une claire influence des agendas en Espagne et aux États-Unis. Quelles sont les stratégies que nous avons pour discuter avec les États et non pour les collectifs anti-trans? Je réponds en français ou en anglais? OK, je vais en anglais. Alors, je crois qu'il ne faut pas oublier l'agenda local, pas seulement celle des Nord-Américains espagnols. Il y a un agenda de féminisme selon les vagues de féminisme qui utilisent ce récit, ce discours pour avoir une certaine influence perdue dans les dernières décennies. Une stratégie qu'on utilise, c'est d'essayer de ne pas avoir des dialogues
ou d'entrer dans des conversations avec ces groupes parce que ça n'a pas été très productif. Il faut donc essayer d'influencer une audience, un public plus large, des gens qui ne sont pas alignés, qui ne soient pas en ligne avec d'autres différents secteurs. Et ceci va nous permettre de gagner un certain momentum dans l'opinion publique. Alors, je pense que voilà, c'est mon avis. Merci. Lai et Jess ont aussi répondu quelques questions sur les études spécifiques aux États-Unis. Je vais voir si je peux rassembler quelques questions posées à Ryan sur la jeunesse trans aux États-Unis et je te demande, je vais te lire quelque chose et tu réponds ce que tu vois, que tu pourras répondre. Merci à tous. On a encore 2 minutes de cette séance. Il y a une question. S'il y a une surreprésentation, spécialement de la jeunesse trans, concernant les travailleurs sociaux qui sont des personnes trans ou LGBTI, ou s'ils sont accueillis par ces mêmes travailleurs sociaux, ou c'est par hasard. Et on sait aussi qu'il y a différentes réactions racistes, des parents de couleur, et comment tu penses que cette jeunesse et adolescence trans, il y a aussi un lien avec le racisme et finalement les différents parcours et les différentes façons d'appui pour les enfants qui sont déjà dans le système de bien-être et qui sont visibilisés une fois qu'ils sont dedans ou ils sont entrés dans un autre système. Alors, je vais commencer avec la question, les personnes qui se visibilisent après être dans le système et ils ont différents besoins. Et je pense que c'est une très bonne question en nous basant sur la recherche de Jess et l'impact que ceci a sur la santé mentale, quelque chose de plus négatif que pas seulement la peur, mais c'est aussi l'anxiété de vivre dans cet environnement. On ne sait jamais comment les autres peuvent réagir une fois qu'on est visibilisé, même quand on est chez nous, nous-mêmes, on n'est pas sûr quand on se visibilise. Il y a des jeunes qui ont de différents besoins et peut-être ceux qui ne se sont pas visibilisés encore, c'est parce que les jeunes qui se sont déjà visibilisés, peut-être ils peuvent être envoyés à un foyer plus accueillant ou plus ouvert à cette situation. Et peut-être la question des travailleurs sociaux, peut-être parfois, comme si moi, j'avais une blessure sur mon doigt et j'avais mal partout. Et si je suis trans ou LGBTI et j'ai un trauma sur ma propre expérience, alors tu peux projeter ce trauma à la jeunesse dont l'identité n'est pas encore reliée au même motif pour lequel il est entré au système de bien-être de l'enfance. Ou peut-être des parents, des infirmiers ou des docteurs, ou que son fils est blessé. Alors, on lui dit non, on ne va pas aller chez le médecin parce que c'est une bêtise. Alors, ce sont des opposés extrêmes. Alors, parfois, on ne sait pas, il y a un manque de sensibilisation ou d'autres, ils sont super sensibles. Alors, aucune des deux, ça peut être aussi l'une de mes idées, c'est que parfois, on parle avec un certain paternalisme quant aux travailleurs sociaux cisgenres. Et là, Ryan, excuse-moi, il va falloir couper. Bon, mais tu as répondu à 2 des questions, alors assez bien. Mais merci Jess, merci Gibon, merci. Et je sais qu'ils se sont rassemblés comme une équipe fantastique. Merci à tous et à toutes celles et ceux qui ont posé les questions. On a fait le link dans le chat. Ça a été un panel très important, pour les organisateurs.
présentatrices, peut-être pour le futur, il faut se réserver plus de temps pour les questions parce qu'on reste sans temps généralement pour les questions dans tous les panneaux. Et bon, on peut les répondre sur Huba ou on peut envoyer des messages directement aux présentatrices aussi. Merci beaucoup. Ça a été un panel très enrichissant avec tant d'informations et où on peut être informé, avoir idée de différents contextes. Merci beaucoup.